imaginaire. Il me suffisait de respirer pour attirer dans mes narines la vapeur du fer chauffé. Une odeur suffocante se répandit dans la prison. Une ardeur profonde se fixait à chaque instant dans les yeux dardés sur mon agonie. Une teinte plus riche de rouge s'étalait sur ces horribles peintures de sang. J'étais haletant, je respirais avec effort. Un gémissement sourd. En un instant, la chambre avait changé sa forme en celle d'un losange. Mais la transformation ne s'arrêta pas là. Je n'espérais pas qu'elle s'arrêtât. J'aurais appliqué les murs rouges contre ma poitrine comme un vêtement d'éternelle paix. Je n'ai jamais connu personne qui eût plus d'entrain et qui fût plus porté à la facétie que ce brave roi. Il ne vivait que pour les farces. Raconter une bonne histoire dans le genre bouffon et la bien raconter, c'était le plus sûr chemin pour arriver à sa faveur. C'est pourquoi ces 7 ministres étaient tous gens distingués par leur talent de farceurs. Ils étaient tous taillés d'après le patron royal. Vaste corpulence, adiposité, inimitable aptitude pour la bouffonnerie. La nuit marquée pour la fête était arrivée. Une salle splendide avait été disposée sous l'œil de Trippetta avec toute l'ingéniosité possible pour donner de l'éclat à une mascarade. Toute la cour était dans la fièvre de l'attente. Quant aux costumes et aux rôles, chacun, on le pense bien, avait fait son choix en cette matière. Beaucoup de personnes avaient déterminé les rôles qu'elles adopteraient, 1 semaine ou même 1 mois d'avance. Et en somme, il n'y avait incertitude ni indécision nulle part, excepté chez le roi et ses 7 ministres. Hopfrog s'efforça comme d'habitude de répondre par un bon mot aux avances du roi, mais l'effort fut trop grand. C'était justement le jour de naissance du pauvre nain, et l'ordre de boire à ses amis absents fit jaillir les larmes de ses yeux. Quelques larges gouttes amères tombèrent dans la coupe pendant qu'il la recevait humblement de la main de son tyran. « Ha 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 !» rugit ce dernier, comme le nain épuisait la coupe avec répugnance. « Vois ce que peut faire un verre de vin. »« Ah, tes yeux brillent déjà. » Pauvre garçon. Ses larges yeux étincelaient plutôt qu'ils ne brillaient. Car l'effet du vin sur son excitable cervelle était aussi puissant qu'instantané. Il plaça nerveusement le gobelet sur la table et promena sur l'assistance un regard fixe et presque fou. Ils semblaient tous s'amuser prodigieusement du succès de la farce royale. « Et maintenant à l'ouvrage, » dit le Premier ministre, un très gros homme. « Oui, » dit le roi. « Allons, Hopfrog, prête-nous ton assistance. » Des types, mon beau garçon, des types, des caractères. Nous avons besoin de caractères. Nous en avons tous besoin. Ah. Et comme ceux-ci visaient sérieusement au bon mot, ils firent tous cette chorus au rire royal. Hopfrog rit aussi, mais faiblement, et d'un rire distrait. « Allons, allons !» dit le roi, impatienté. « Est-ce que tu ne trouves rien ?» Dans une réunion de fantômes, telle que je l'ai décrite... Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Poe que nous allons partir en vadrouille avec nos camarades ici présents, Crâne, Squelette. J'espère que vous n'avez pas peur en cette nuit d'Halloween, puisque nous nous retrouvons donc à Londres, en plein quartier de la peste, puisque la nouvelle que nous allons poursuivre s'intitule « Le roi peste ». Ce fut par l'une des redoutables barrières dont il a été parlé, qui protégeait donc le quartier infesté par la maladie, et qui indiquait que la région située au-delà était condamnée, que Legs et le digne Hugh Tarpaulin, qui dégringolaient à travers une ruelle, trouvèrent leur course soudainement arrêtée. Ils avaient atteint la place forte de la peste. À chaque pas ou à chaque culbute, leur route devenait plus horrible et plus infecte. Les chemins plus étroits et plus embrouillés, de grosses pierres et des poutres tombant de temps en temps des toits délabrés rendaient témoignage par leurs chutes lourdes et funestes de la prodigieuse hauteur des maisons environnantes.
Et quand il leur fallait faire un effort énergique, pour se pratiquer un passage à travers les fréquents monceaux de gravats, il n'était pas rare que leur main tombât sur un squelette ou s'empêtrât dans des chairs décomposées. À la gauche de la dame hydropique, était assis un vieux petit homme, enflé, asthmatique et goutteux. Ses joues reposaient sur ses épaules comme deux énormes outres de vin d'Oporto. Avec ses bras croisés et l'une de ses jambes entourées de bandages et reposant sur la table, il semblait se regarder comme ayant droit à quelque considération. Il est vrai que ce surtout n'avait pas dû lui coûter peu d'argent et qu'il était de nature à lui aller parfaitement bien. Il était d'une de ces housses de soie curieusement brodées appartenant à ces glorieux écussons qu'on suspend en Angleterre et ailleurs, dans un endroit bien visible au-dessus des maisons des grandes familles absentes. À côté de lui, à la droite du président, était un gentleman avec de grands bas blancs et un caleçon de coton. Tout son être était secoué d'une manière risible par un tic nerveux que Tarpaulin appelait les affres de l'ivresse. Ses mâchoires, fraîchement rasées, étaient étroitement serrées dans un bandage de mousseline et ses bras liés de la même manière par les poignets ne lui permettaient pas de se servir lui-même trop librement des liqueurs de la table. Précaution rendue nécessaire, dans l'opinion de l'ex, par le caractère singulièrement abruti de sa face de biberon. Il était habillé, habillement peut-être unique dans son genre, d'une belle bière d'acajou toute neuve. Devant chaque convive était placée une moitié de crâne. Mais, à cette présomption, le raide gentleman à la bière parut singulièrement exaspéré. Et cela aurait pu donner lieu à de sérieuses conséquences, si le président n'avait pas, en frappant sur la table avec son spectre, ramené l'attention de tous les assistants au discours suivant. Et il ne lui fut pas accordé de finir tranquillement son discours. Au nom de Tim Hurly-Gurly, tous les convives bondirent sur leur siège. Trahison, hurla Sa Majesté le roi Peste Ier. Trahison, dit le petit homme à la goutte. Trahison, glapit l'archiduchesse Anapeste. Trahison, marmotta le gentleman aux mâchoires attachées. Trahison, grogna l'homme à la bière. Trahison, trahison, cria Sa Majesté la femme à la gueule et saisissant par la partie postérieure de ses culottes l'infortuné Tarpaulin qui commençait justement à remplir pour lui-même un crâne de liqueur. Elle le souleva vivement en l'air et le fit tomber sans cérémonie dans le vaste tonneau défoncé plein de son âle favorite, ballotté ça et là pendant quelques secondes comme une pomme dans un bol de taudis. Voilà. Excellente journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!